La fascination de la marine japonaise pour les torpilles exceptionnellement grandes et puissantes remonte à assez longtemps, pratiquement au début de l'utilisation des torpilles comme arme sérieuse. En 1900, la marine japonaise avait commandé une torpille monstrueuse de 27,5 pouces de diamètre, à une époque où une torpille de 18 pouces était considérée comme une arme lourde à bord des navires et où la plupart des marines utilisaient des armes plus petites que cela. Au cours des années 1900 et 1910, d'autres torpilles, d'un diamètre un peu plus modeste de 24 pouces, avaient également été commandées, mais les premiers modèles étaient des torpilles Whitehead fabriquées à Fiume, et comme pour beaucoup de technologies navales, le Japon cherchait à rapatrier cette capacité dans son propre domaine. La toute première tentative du Japon de fabriquer une torpille indigène fut la torpille de 24 pouces de l'année 8, produite en 1919, ce qui représentait un effort louable pour l'époque, avec une portée d'environ 11 000 yards, une vitesse maximale de 38 nœuds et une ogive assez puissante de 750 livres. Ils ont également commencé à travailler sur une torpille électrique de 21 pouces de diamètre pour une utilisation dans leurs sous-marins dès le début des années 1920. La raison de toute cette innovation était que les effets des torpilles au cours des 2 dernières décennies sur divers navires dans plusieurs conflits, combinés à la certitude que leurs principaux rivaux en mer seraient presque certainement plus nombreux qu'eux, avait poussé la marine japonaise à chercher plusieurs moyens d'équilibrer les chances, pour ainsi dire, et la torpille semblait être l'un de leurs meilleurs espoirs. À cette fin, non seulement ils allaient poursuivre le développement des torpilles en général, mais ils allaient également mener la plus large gamme d'exercices de tir réels à la torpille de la période d'entre-deux-guerres, sacrifiant d'anciens navires de guerre à un rythme assez prodigieux afin de tenter de déterminer la meilleure façon d'attaquer un navire avec des torpilles. L'arme de la 8e année fut suivie vers la fin des années 1920 par le type 90. Celle-ci avait une ogive légèrement plus grande, une portée un peu plus courte, mais avait augmenté sa vitesse maximale à 46 nœuds. Maintenant, ils allaient passer à la prochaine étape du développement. Au cours des années 1910, la marine japonaise avait brièvement envisagé de faire fonctionner une torpille avec un mélange de carburant enrichi en oxygène. Les avantages d'une plus grande quantité d'oxygène étaient évidents. Les torpilles non électriques devaient brûler du carburant pour faire fonctionner leur moteur, et les torpilles électriques n'avaient tout simplement pas la puissance ni la vitesse nécessaires pour aller aussi loin ou aussi vite que la marine japonaise en avait besoin. Bien sûr, étant sous l'eau, une torpille n'a pas accès à l'air libre, donc le carburant ne brûlera que tant que l'oxygène contenu dans la torpille durera. La plupart des torpilles résolvent ce problème en alimentant le moteur avec de l'air comprimé, mais cela pose quelques problèmes, car l'air ordinaire ne contient que 21% d'oxygène, ce qui signifie que 79% de cet air comprimé est inutile et sera simplement évacué sous forme de gaz chaud avec les produits de combustion issus de la combustion du carburant. Cela crée alors une traînée de bulles qui trahit la présence d'une torpille et la quantité limitée. La quantité d'oxygène contenue dans l'air comprimé limitait également la portée de la torpille. Plus d'oxygène signifiait moins de bulles, car il y avait moins de gaz d'échappement, un temps de combustion plus long puisqu'il y avait plus d'oxygène pour brûler avec le carburant, et une combustion du carburant plus complète et plus énergique. Tout cela permettait à une torpille équipée d'un mélange enrichi en oxygène de parcourir une plus grande distance, plus rapidement et plus discrètement. Une officier japonaise, qui atteindra plus tard le grade d'amiral et dont le nom de famille était Oyagi, passa une partie des années 1920 à l'usine de torpilles Whitehead en Angleterre. Là-bas, il entendit parler des grandes torpilles de 24,5 pouces de diamètre fabriquées pour les cuirassés de la classe Nelson. On disait que ces armes utilisaient de l'oxygène pur, en plus de leur carburant. En réalité, elles utilisaient un mélange d'air enrichi en oxygène, ce qui offrait certains des avantages d'un mélange à l'oxygène pur, sans beaucoup des problèmes et des risques liés à la production et au stockage d'oxygène pur à 100%, ou presque. Mais dans tous les cas, à son retour au Japon, Oyagi fut affecté à l'équipe chargée de produire la première torpille de série au monde, fonctionnant avec un mélange de kérosène et d'oxygène pur à 100%. Il y avait tellement de dangers que l'équipe devait surmonter.
À l'époque de Cannes, la production d'oxygène reposait sur un procédé cryogénique qui rendait tout ce qui l'entourait extrêmement froid et fragile, et donc des accidents pouvaient, et effectivement se produisaient. Et si de fortes concentrations d'oxygène s'échappaient, on découvrait souvent à ses dépens que l'oxygène adore réagir avec tout ce qu'il peut atteindre avec ses molécules. Dans le cas de la torpille, le contact entre l'oxygène et les lubrifiants des mécanismes pouvait provoquer une explosion immédiate, même si les lubrifiants étaient complètement statiques et neutres dans l'air normal. Et il s'est avéré que si l'on versait simplement de l'oxygène pur et du kérosène dans la chambre de combustion, la torpille se déplaçait à une vitesse assez élevée, mais instantanément dans toutes les directions à la fois, se désassemblant elle-même ainsi que toute personne à proximité avec un enthousiasme considérable. Expliquer que c'était un comportement totalement inacceptable pour une torpille conçue pour frapper les ennemis de l'empereur n'avait pas vraiment tendance à bien fonctionner puisqu'ils n'avaient pas encore inventé l'esprit de la machine et de toute façon déterminer à quelle partie de la torpille il fallait s'adresser ou éventuellement gratter sur le mur était quelque peu difficile une fois qu'elle avait décidé de se lancer dans une recherche de plusieurs centaines de mètres dans le royaume des honorables ancêtres. Il y avait aussi le petit problème que la torpille représentait donc un certain danger pour la sécurité si jamais elle était touchée ou endommagée alors qu'elle se trouvait encore à bord du vaisseau mère en combat, en supposant qu'elle ne décidait pas d'exploser d'elle-même pour une raison quelconque, comme une fuite d'oxygène. Le problème du mélange du carburant avec l'oxygène a au moins été résolu en introduisant une petite bouteille d'air comprimé. Celle-ci permettait de démarrer le moteur de manière un peu plus conventionnelle et, une fois que la réaction et le moteur fonctionnaient correctement, l'alimentation passait au réservoir principal d'oxygène. Après beaucoup de travail, en l'an 2593, la torpille était prête et elle fut ainsi baptisée torpille type 93. Dans le monde occidental, cela correspondait à l'année 1933, qui sonnait beaucoup moins futuriste. Afin de maintenir le secret, même parmi la plupart des membres d'équipage à bord du navire qui l'utiliserait. Le réservoir d'oxygène était simplement nommé réservoir d'air secondaire, le réservoir de départ initial étant étiqueté premier réservoir d'air, cela au moins était vrai. Cette combinaison signifiait que le moteur tournait régulièrement à 520 chevaux, soit à peu près autant qu'une berline sportive haut de gamme, ou certaines des voitures de sport les plus courantes. C'était plus du double de la puissance des torpilles britanniques de la classe Nelson et encore plus de 50% supérieure à celles fournies par d'autres armes bien plus récentes que d'autres pays étaient en train de développer. Tout cela donnait à l'arme une vitesse de pointe de 49 nœuds. C'était relativement rapide pour une torpille de l'époque, mais pas énormément plus rapide que certaines autres. Mais contrairement à ces armes qui pouvaient maintenir des vitesses élevées dans les 40 nœuds sur de courtes distances. La Type 93, tout en étant encore un peu plus rapide qu'elle, pouvait continuer à avancer jusqu'à 22 milliards. À une vitesse plus modeste de 36 nœuds, elle pouvait parcourir 2 fois plus de distance. Avec sa tête explosive de près de 1100 livres, pour la première fois à l'ère des cuirassés, une nation disposait d'une torpille qui pouvait être tirée non seulement au-delà de la portée pratique des canons ennemis, mais aussi au-delà de la portée absolue de pratiquement tous les canons de cuirassés alors en service, du moins à la vitesse la plus lente, tout en étant quasiment invisible grâce à l'absence presque totale de gaz d'échappement. Cela, à lui seul, résolvait l'un des plus grands problèmes des navires de guerre armés de torpilles, la nécessité de s'approcher suffisamment pour être à portée de tir de l'ennemi avant de pouvoir riposter. Afin de garantir qu'il n'y ait absolument aucune chance de fuite accidentelle d'oxygène, les réservoirs d'air étaient fabriqués à partir de billettes d'acier uniques, introduites dans une presse de 4000 tonnes, l'extrémité avant étant maintenue en place par une bande de cuivre qui s'appuyait sur la pression interne du réservoir pour assurer l'étanchéité. Le seul inconvénient de cela était que la Type 93 de 24 pouces était bien trop grande pour être embarquée en nombre significatif, voire pas du tout, dans la flotte de sous-marins de la marine japonaise. Ainsi, une sous-variante, la Type 95 de 21 pouces de diamètre,
a été conçu utilisant le même système de carburant et pouvant atteindre les mêmes vitesses, mais à vitesse maximale, la portée n'était que d'environ 10 milliards et la charge explosive à peine inférieure à 900 livres, bien que cela serait augmenté à plus de 1200 livres en milieu de guerre. Il y avait cependant un petit défaut de conception dans la version sous-marine, le réservoir d'air ordinaire fuyait souvent, probablement à cause des variations de pression à bord du sous-marin lorsqu'il plongeait et refaisait surface à plusieurs reprises, ce qui signifiait que la version électrique type 92, le produit final issu du travail qui avait commencé au début des années 1930, fut également mis en production pour servir à ses côtés. Il y avait également une troisième variante produite, le type 97, encore plus petit, d'un diamètre de 18 pouces, qui devait être utilisé par les sous-marins de poche affectés à la force d'attaque de Pearl Harbor. Comme pour le type 95, cependant, la première bouteille d'air était sujette à des fuites et donc l'utilisation de ce modèle fut rapidement abandonnée au profit d'un modèle révisé qui utilisait la bouteille principale seule avec un mélange d'air enrichi en oxygène au lieu d'oxygène pur. Cela signifiait moins de performance, mais cela permettait aussi d'éliminer complètement la bouteille d'amorçage, ce qui améliorait la fiabilité. L'importance des caractéristiques vitales du type 93 ne peut être surestimée lorsqu'il s'agit de remplir un rôle très spécifique dans la doctrine de bataille japonaise Kantai-Kessen. Comme vous l'aurez vu dans la vidéo sur ce sujet particulier, la doctrine de bataille japonaise de l'époque reposait sur le lancement d'attaques massives de torpilles pour affaiblir une flotte ennemie avant l'engagement final. L'un des principaux problèmes avec cette approche utilisant des torpilles plus conventionnelles était que la force japonaise de destroyers et de croiseurs, nécessairement limitée et potentiellement en infériorité numérique, devait s'approcher suffisamment pour se retrouver à portée non seulement de la puissance de feu des cuirassés, mais aussi de l'écran de la flotte ennemie afin de lancer leurs torpilles d'une manière susceptible de porter un coup décisif. Et les torpilles plus conventionnelles étaient généralement plus lentes, même à ces distances beaucoup plus courtes, ce qui laissait même à un cuirassé de type standard largement le temps de s'écarter. Avec la type 93, cependant, et surtout en tenant compte du fait qu'une grande partie des tactiques de combat japonaises reposaient sur une attaque de nuit, il était tout à fait possible de lancer une attaque de torpilles à longue portée avec des dizaines, voire des centaines de torpilles, à une distance où, à l'époque précédant le radar, l'ennemi ne vous voyait même pas arriver. Et donc, en théorie, la ligne de bataille ennemie naviguerait joyeusement à vitesse réduite sur une trajectoire très fixe et prévisible, sans se douter de quoi que ce soit de mauvais se passant en dehors de son rayon visuel limité, ce qui valait autant pour les escorteurs que pour les cuirassés, jusqu'à ce que soudainement tout commence à exploser, en raison du temps de parcours relativement long impliqué, puisque la torpille devait être tirée à une vitesse légèrement plus lente. Permettrait aux croiseurs et destroyers japonais d'utiliser une autre innovation qui leur avait été apportée en plus de la torpille type 93, à savoir la capacité de recharger leur tube lance-torpille. Certes, n'importe quel navire a techniquement la capacité de recharger ses tubes lance-torpilles à cette époque, même si c'est un processus très long, compliqué et dangereux, mais les navires japonais étaient spécifiquement conçus pour cela. Non seulement ils disposaient d'un espace dédié pour transporter des torpilles de rechange, mais ils avaient aussi des systèmes spécifiques conçus pour, relativement parlant, recharger rapidement leurs tubes lance-torpilles. Ainsi, après avoir lancé votre salve de torpilles à longue portée et, espérons-le, infligé de lourds dégâts à l'écran de la flotte ennemie, à la flotte ennemie elle-même, ou idéalement aux deux, les navires japonais pouvaient s'approcher au milieu de la confusion et du chaos et lancer une seconde salve de torpilles, vraisemblablement en utilisant le réglage de vitesse beaucoup plus élevé à une distance un peu plus courte, afin d'achever les navires endommagés et paralysés et de mettre encore plus de navires soit en grand danger, soit directement au fond. Le fait que ces torpilles pouvaient également être lancées au-delà de la portée de pratiquement toute autre torpille rendait très probable que l'ennemi puisse manquer ces tirs en particulier, surtout si les destroyers et croiseurs japonais, qui auraient probablement déjà été repérés à ce moment-là, tiraient aussi avec leurs canons principaux.
Et bien sûr, cela permettait aux destroyers relativement fragiles, et pour être honnête, aux croiseurs eux aussi relativement fragiles, de s'engager dans des tactiques de tir à une distance où ils ne risquaient pas d'être immédiatement pilonnés par tous les canons que la flotte ennemie potentielle pouvait transporter. Et par flotte ennemie potentielle, soyons honnêtes, les Japonais prévoyaient d'affronter les Américains, et les Américains sont connus pour avoir beaucoup de canons. En effet, sans le développement d'une arme comme la Type 93, une bonne partie de la marine japonaise des années 1930 n'aurait pas été possible. La doctrine de combat n'aurait que très peu de sens. Parce qu'avec un armement de torpilles plus conventionnel, pratiquement toute personne essayant de simuler ce scénario se rendrait compte que, sans une chance absolument exceptionnelle du côté japonais et probablement une bonne dose d'incompétence en matière de détection nocturne de la part de l'écran de la flotte ennemie, toute attaque utilisant une arme plus conventionnelle devrait passer à travers l'écran de la flotte avant de pouvoir être lancée. Ce qui, à son tour, signifierait presque à coup sûr qu'ils seraient repérés, ce qui les exposerait aux tirs ennemis. Ce qui alerterait également l'ennemi sur le fait qu'il pourrait effectivement lancer des torpilles, et donc toute attaque massive de torpilles, bien qu'elle causerait probablement des dégâts, aurait relativement peu de chances d'infliger le genre de dommages paralysants dont le Japon avait besoin pour que sa flotte de bataille en infériorité numérique puisse affronter ce qui resterait au lever du soleil. La taille imposante de la longue lance, comme vous l'avez peut-être compris, lui permettait également de transporter une ogive très puissante. Et cela était également assez significatif. Non seulement la Type 93 elle-même avait une puissance d'explosion considérable, mais même la Type 95, bien que plus petite, avait une ogive d'une taille quelque peu supérieure à la moyenne. La raison pour laquelle cela était important, c'est que les nouveaux navires étaient bien sûr conçus avec des défenses anti-torpilles, mais les anciens navires étaient également généralement réaménagés avec des bulbes et d'autres défenses anti-torpilles. Mais bien sûr, toutes ces protections étaient évaluées par rapport aux torpilles plus classiques de 21 pouces, et dans certains cas même de 18 pouces, que tout le monde utilisait. Et bien sûr, avec leurs ogives plus petites, on pouvait tester un système et dire « oui, c'est bon, ce cuirassé résistera à cette puissance de feu ». Et en effet, il le ferait. C'est juste dommage que cette torpille n'était pas celle que votre ennemi allait vous lancer si votre ennemi était la marine japonaise. Et si une ogive pouvait submerger le système de défense anti-torpille d'un navire, alors un navire pouvait couler de façon inquiétante et rapide. La raison pour laquelle beaucoup de navires de la Seconde Guerre mondiale, pas tous mais beaucoup, pouvaient soit survivre à une frappe de torpille, soit mettre longtemps à couler, c'est parce que leur système de défense anti-torpille absorbait totalement, ou le plus souvent partiellement, une bonne partie de l'énergie de la détonation de la torpille. Une ogive dotée de la puissance explosive inattendue d'une Type 93 laisserait plutôt tous ces navires modernisés ou réaménagés potentiellement dans le même état que les pré-dreadnoughts touchés par des torpilles et des mines pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire coulant rapidement et coulant de façon plutôt irrémédiable. Mais les Japonais n'étaient pas satisfaits de se reposer uniquement sur les lauriers de la première version de la Type 93. La vitesse de toutes les torpilles de la marine japonaise serait améliorée en 1940, et gardez à l'esprit que les Japonais n'étaient non pas encore en guerre à ce moment-là, lorsqu'une innovation italienne fut introduite, une tête de torpille profilée qui ne causait pas de problème de stabilité. Remplaçant les têtes plus émoussées du design original, cela a donné à la Type 93 un gain de vitesse de 2 nœuds, l'apportant à un peu plus de 50 nœuds à pleine vitesse dans des conditions favorables. Le secret inhérent au projet a été si bien maintenu qu'entre cela et le fait que le principal adversaire de la marine japonaise était fermement convaincu que ce qu'il décrivait comme de petits hommes jaunes inférieurs ne pouvaient absolument pas innover, les Alliés sont généralement restés totalement ignorants des véritables capacités de la Type 93. Avec, en prime, de merveilleuses évaluations du renseignement, comme l'affirmation que les officiers de la marine japonaise seraient incapables de voir dans l'obscurité, en raison de leurs yeux bridés, alors que les États-Unis avaient en réalité reçu toutes les spécifications d'une torpille Type 93 en 1940, ainsi que les changements dans la doctrine de combat,
que la marine japonaise avait entrepris suite à son acquisition, cette organisation toujours si serviable, le bureau de l'artillerie déclara officiellement que tout le document devait être un faux, et que l'arme était complètement impossible, car ni les États-Unis ni le Royaume-Uni, déclara Burwalt, n'avaient encore maîtrisé une telle technologie, et il était donc totalement inconcevable que le Japon l'ait fait avant eux. On se demande combien de vies alliées auraient pu être sauvées. Si quelqu'un au pouvoir avait pris ce rapport au sérieux, ou avait dit à Biward de se taire et leur avait permis de lire le rapport eux-mêmes. Mais en réalité, les différentes puissances alliées sont entrées en guerre en croyant que la Type 93 était une torpille plutôt rapide, mais avec une portée assez courte comparée à leurs propres armes. Ainsi, lorsque les premières batailles navales ont éclaté, les navires alliés avançaient régulièrement en ligne droite pour obtenir une meilleure solution de tir, confiant d'être hors de portée de tout, sauf des obus ennemis. Cela éliminait le seul problème lié à la longue portée de la Type 93 non guidée, à savoir la nécessité que l'ennemi ne change pas de cap. Combiné au fait que la plupart des navires de la marine japonaise transportaient effectivement des recharges, comme le prévoyait le Kantai Kessen, les croiseurs et destroyers japonais étaient plus qu'heureux de lancer une salve de torpilles à environ 20 000 yards, puis de procéder au rechargement au cas où une nouvelle salve à plus courte portée serait nécessaire. En conséquence, lors de la brève série de batailles qui mit fin au commandement American, British, Dutch, Australian, les croiseurs Java, De Ruyter, Exeter, Perth et Houston, ainsi que le destroyer Courtenay Tonnerre, furent touchés par des types 93 et, dans la plupart des cas, coulés directement à cause de cela, la grosse ogive ayant un effet dévastateur capable de surmonter pratiquement tous les systèmes de défense contre les torpilles rencontrées sur ces navires de petite et moyenne taille. N'ayant absolument aucune idée de ce qui s'était passé, les Alliés attribuèrent les pertes soit à des mines, soit même à des sous-marins japonais qui, d'une manière ou d'une autre, auraient coopéré avec les navires de surface japonais et seraient parvenus à s'approcher sans être détectés pendant l'action. Ironiquement, un exploit de coordination dans le travail des sous-marins de flotte que les Japonais avaient désespérément voulu accomplir, mais qui, comme pour toutes les marines depuis le développement de la classe K et les tentatives allemandes d'embuscade contre la Grand Fleet se dirigeant vers la bataille du Jutland, avaient en réalité complètement échoué et continueraient d'échouer pendant la majeure partie de la guerre. Au fur et à mesure que la guerre progressait, la Type 93 allait continuer à être responsable, ou à contribuer, à la destruction de 6 autres croiseurs destroyers et d'un porte-avions, le Hornet. Même lors des affrontements où sa portée énorme n'était pas très utile, la grande vitesse, l'absence de sillage et la charge explosive plus importante restaient une combinaison mortelle. Cependant, à l'époque, la Type 93 allait devenir la vedette centrale du plus spectaculaire tir à mi de la guerre lorsque le croiseur Mugabe tira une salve de 6 Type 93 sur le croiseur United States Ship Houston. Ils ont raté leur cible, mais grâce à leur longue portée, leurs torpilles ont continué leur course et ont détruit 4 transports amis et un dragueur de mine. Oui, ce n'était pas une très bonne journée. Cependant, il y avait aussi quelques autres problèmes qui apparaissaient dans l'inventaire de la marine japonaise. À la fois la torpille elle-même et la manière dont elle était utilisée posaient des problèmes. La Type 93 nécessitait une petite usine à oxygène à bord pour remplir les réservoirs, et elle était aussi bien sûr chargée avec de l'oxygène pur. Si la bonbonne était endommagée par un tir ennemi, même par des éclats provenant d'explosions proches ou d'impacts ailleurs sur le navire, alors le meilleur scénario était généralement un incendie spectaculaire. Dans le pire des cas, cela pouvait provoquer une explosion massive et dévastatrice. Pour être juste, cela était en partie atténué par le fait que de nombreux lance-torpilles japonais étaient équipés d'un blindage anti-éclat, formant ainsi une tourelle lance-torpille, mais cela ne protégeait pas le lanceur d'un impact direct d'obus ou de bombes. Le fait que les navires de la marine japonaise transportaient également des recharges signifiait aussi qu'il y avait plus de torpilles à bord que sur la plupart des autres navires en moyenne, ce qui rendait de telles explosions spectaculaires un peu plus probables. De plus, de nombreux tirs essayaient de profiter de la portée maximale dont la torpille était capable, ce qui était très bien si l'ennemi restait obligeamment sur sa trajectoire, mais s'il commençait à manœuvrer, cela pouvait complètement gâcher l'effet de surprise.
Lors de la destruction susmentionnée de la flotte de commandement American, British, Dutch, Australian, par exemple, malgré ses frappes réussies et décisives des deux côtés, il s'est avéré, merci Megami, qu'il a fallu tirer un peu plus de 200 torpilles pour obtenir 8 coups au but sur des cibles ennemies, plus 5 coups sur des navires alliés. À l'inverse, lorsqu'elles étaient lancées à des distances plus conventionnelles, la discrétion et la vitesse tendaient à donner des taux de réussite bien plus élevés. Comme la plupart des torpilles de la Seconde Guerre mondiale, la Type 93 connaîtrait également un certain nombre de problèmes de jeunesse en conditions de guerre. Bien qu'elle ne soit pas équipée d'un détonateur magnétique, évitant ainsi bon nombre des problèmes qui ont affecté les torpilles américaines, allemandes et britanniques utilisant cette technologie au début de la guerre, on a constaté que le détonateur à contact était trop sensible et pouvait être déclenché par de grosses vagues, voire par le sillage des navires, si la torpille était réglée pour naviguer un peu trop en surface. Ce détail a probablement sauvé l'United States Ship South Dakota et l'United States Ship Washington lors de la bataille nocturne de Guadalcanal, du moins de dommages, sinon de la destruction, car plusieurs torpilles qui les poursuivaient ont été vues exploser prématurément en rencontrant les ondes de pression générées par les cuirassés se déplaçant à grande vitesse. Bien que ce problème ait été relativement facile à corriger, tant qu'il ne l'était pas, cela signifiait qu'un certain nombre de navires de guerre alliés restaient intacts lors des affrontements, une survie prolongée qui s'est avérée très préjudiciable aux intérêts de la marine japonaise. Un autre problème était la taille et l'inertie considérable de l'arme, les ailerons de guidage étant quelque peu trop petits pour la tâche, ce qui faisait que, lorsqu'elle était utilisée à longue portée, la torpille avait tendance à dévier légèrement de sa trajectoire, même si, à ses portées spectaculairement longues, un petit dysfonctionnement introduisait probablement un peu d'aléatoire dans la trajectoire, ce qui pouvait légèrement améliorer les chances de toucher la cible, en supposant que celle-ci ait changé de cap ou de vitesse à un moment quelconque pendant l'approche de la torpille. Plus tard pendant la guerre, la Type 93 connaîtrait deux autres remaniements. Dans l'une, la centrale de propulsion a été repensée pour fonctionner sans le réservoir d'air comprimé, avec une injection de régulateurs chimiques empêchant les explosions au démarrage. Cela a permis d'installer une ogive plus grande, ce qui porte à un peu plus de 1700 livres d'explosifs, ce qui est plutôt terrifiant. Cette version Model 3 n'était pas tout à fait prête pour un déploiement opérationnel avant la fin de la guerre, ce qui était probablement une chance pour tout le monde. L'autre modification était peut-être une perspective encore plus sombre. Cela consistait à retirer le nez, et donc la tête explosive, d'une torpille type 93 standard, à agrandir les surfaces de contrôle, puis à insérer l'ensemble restant dans une section avant sur mesure beaucoup plus grande qui comportait un petit cockpit et une ogive véritablement terrifiante de 1540 kg, ainsi que de petits réservoirs de lest. Sacrifiant la vitesse élevée d'origine pour une portée encore plus grande, c'était le Kaiten, une torpille guidée par l'homme, version sous-marine du kamikaze. Cependant, en raison de problèmes de contrôle ainsi que de la nécessité de s'approcher suffisamment de la surface pour voir où aller, ce n'étaient pas les armes les plus efficaces, avec seulement 2 destructions confirmées et plusieurs navires endommagés, bien que 4 types de Chiton aient été conçus. L'unité dérivée du type 93 serait la seule à être utilisée en service opérationnel. Ce n'est qu'après la guerre que l'historien militaire Samuel Morrison a inventé le surnom Long Lance, qui est resté et qui est aujourd'hui peut-être la désignation la plus connue de cette arme et ce qui mettrait fin au chapitre de la torpille type 93. La fin de la guerre a entraîné un examen technique approfondi de toutes les données restantes ainsi que de quelques torpilles encore existantes, ce qui a donné lieu à un rapport détaillé rédigé par le personnel de la marine américaine. Ce rapport, particulièrement instructif, montre que certaines des idées novatrices de l'époque ont été intégrées dans la conception des futures torpilles qui allaient servir la cause alliée pendant la période de la guerre froide.